Bon, bonsoir à toutes et à tous. D'abord, je vous dirais que j'espère, après ce que je vais vous dire ce soir, ne pas être licencié. Get out of here. Donc, j'espère que ça ne se produira pas. J'espère que vous non plus, vous n'avez pas à être licencié par l'histoire d'aujourd'hui. Bon, mais, je ne sais pas si tous vous avez vu Trump dans The Apprentice, où il foutait à la porte des gens qui ne lui convenaient pas dans ses émissions de télévision. Donc oui, Trump. La première chose, je pense, à voir, c'est qu'il y a des moments de l'histoire où apparaissent des individus qui représentent à la fois les fantômes du passé et les ombres de l'avenir. Et pour comprendre Trump, pour comprendre ce qu'il est, là où il est arrivé, ce qui en France apparaît, tout de suite on va mettre des étiquettes. Trump, c'est quelqu'un qui répond à ce que l'histoire d'aujourd'hui offre aux États-Unis. Alors, pour des souverainistes français, voilà, Trump, c'est le signe de l'éveil des peuples. Quelqu'un que je ne mentionnerai pas l'a dit comme ça. C'est MAGA qui doit revenir, Make America Great Again, qui doit devenir MFAGA, Make France Great Again, parce qu'il s'exprime généralement, tous ces souverainistes s'expriment très souvent en franglais. Et il y a toutes les technologies du futur, l'équipe Musk, Zuckerberg et Jeff Bezos. Puis, il y a ceux qui disent, c'est un nouveau fascisme, d'ailleurs, Elon Musk a fait le salut qu'on peut interpréter de cette façon, c'est un retour au pouvoir de la misogynie, de l'homophobie et du sexisme. Alors, il se trouve que dans ce contexte, je pense qu'un peu de tout cela n'est pas faux à la fois. Le réveil des peuples avec l'homophobie et le sexisme. Alors, il faut voir, si on vient comprendre Trump, qu'il a fait toutes ces déclarations, qu'il a fait ce qu'il va faire. C'est 100 décrets en 100 jours qu'il les a fait signer avec son gros crayon devant tout le monde, et qu'il a fait en même temps émettre un token, une monnaie célébrant l'anniversaire de sa victoire, le dollar Trump, qui a valu $10, puis $70, et bien valu à peu près, on ne sait pas très bien, mais entre 3 et 7 000 milliards de bénéfices. Et Melania, la femme au chapeau baissé, on dit que le chapeau baissé a fait qu'elle pouvait éviter d'avoir les baisers de trop près de son mari. Bref, les Français adorent l'anecdote, donc celle-là est drôle, mais elle a quand même fait $1, Melania, qui a monté, qui a fait un peu baisser le dollar Trump. Enfin, vous voyez cet univers dans lequel tout cela se situe, alors qu'on est menacé par la guerre, on est menacé par l'effondrement de ce système financier. Alors, c'est pour ça qu'il faut bien voir Trump dans le contexte de l'histoire actuelle, et voir son émergence dans ce contexte. Et de ce point de vue, ce qui finit pour l'humanité, pour le monde, pour l'Europe et pour la France. Alors, il faut, et je vais peut-être vous surprendre en partant de cette façon, il faut voir les longues vagues de l'histoire, notamment dans l'histoire américaine, pour combattre, pour concevoir, pour comprendre ces courtes vagues qu'on voit aujourd'hui. Et Trump, c'est une série de spectacles publics et de courtes vagues en escadrille, comme aurait dit Chirac. Alors, ce qui est très important de comprendre dans l'histoire américaine, c'est d'abord la présidence de Truman. Vous avez vu, Truman succède à Roosevelt, et dans cette présidence, vous avez vu la fameuse scène quand il reçoit, dans le film, quand il reçoit l'inventeur de la bombe atomique, qui se sent triste et qui dit « mais je ne sais pas ce que j'ai fait », et Trump lui dit « vous avez mon mouchoir, vous pouvez essuyer vos larmes », avec un cynisme absolu. Donc après ça, et que reviennent dans l'histoire américaine les éléments de toute oligarchie financière après la guerre, et les gens qui sont les profiteurs de guerre aux États-Unis, vient Eisenhower. Eisenhower n'aime pas ça. C'est un vieux militaire américain. Il est un peu dégoûté par ça, mais il a quand même les frères Dulles, John Foster Dulles et Alan Dulles, comme ses principaux collaborateurs. Donc, vous voyez, l'ambivalence, l'ambiguïté.
Je vous rappelle qu'Alain Dole, c'était pendant la guerre chargé de l'organisation des services secrets à Berne et qu'il poussait beaucoup à ce que Jean Moulin soit assassiné. C'est public, hein, ce que je vous dis là. Donc voilà, ça c'est la contradiction d'Eisenhower. Mais Eisenhower, à la fin de la présidence, s'est aperçu ce qui se passait et il a fait sa fameuse déclaration du 17 janvier 1961 sur le complexe militaro-industriel. Il a dit « c'est une menace pour les États-Unis et c'est pire que les menaces extérieures ». Bon, c'est très fort. Vient Kennedy. Et il faut voir Kennedy comme une continuité de cette prise de position d'Eisenhower, parce qu'ils se sont parlé, contre le lobby militaro-industriel. Et Kennedy résout la crise des missiles de Cuba avec l'aide des envoyés du pape Jean XXIII et avec, vous savez, la rencontre avec Khrouchtchev où Kennedy lui dit, vous savez, les pires ennemis, c'est ceux qui étaient autour de moi dans le système américain. Reprenez bien celle-là. Et Khrouchtchev, il répond, en Russie, pour moi, c'est pareil, ceux qui étaient autour de moi. Donc, c'est très important de voir ce moment de l'histoire où tout paraît, avant l'assassinat de Kennedy, pouvoir aller dans un sens, et le discours de Kennedy et aussi de Khrouchtchev, dans un sens de, disons, sortir de la guerre froide et faire une politique de développement. Eh bien, ce qui arrive à ce moment-là, c'est l'assassinat de Kennedy, puis l'assassinat de Martin Luther King, puis l'assassinat de Robert Kennedy. Je vous rappelle que Robert Kennedy, quand il avait été assassiné, qui est le père du Robert Kennedy Jr. actuel, hein, quand il a été assassiné le 15 juin 1968, avait gagné la primaire de Californie et allait être probablement le candidat à la présidence américaine. Il était assassiné à ce moment-là par un soi-disant palestinien. Bien. Donc vous avez eu ces assassinats, Martin Luther King, après qu'il ait dit « il faut arrêter la guerre du Vietnam hein. ». C'est un discours où il prend position politique contre la guerre du Vietnam. Et après, Malcolm X ayant été aussi assassiné. Donc, c'est intéressant de voir que c'est dans le contexte à la fois de la guerre du Vietnam et de mai 68 que Martin Luther King et Robert Kennedy sont assassinés. Et après, le virage est pris. Le 15 août 1971, Nixon, le fonds Carlyle et John Connolly suivent Wall Street et découplent le dollar de l'or. Donc, arrive ce changement où il y aura un Far West financier, il n'y a plus de règles, celles de Bretton Woods sont loin d'être bonnes, mais il y a au moins des règles. Là, il n'y a plus rien, c'est le Far West financier, le 15 août 71. Et Lyndon LaRouche a dit à ce moment-là, l'oligarchie n'aura plus d'autre option qu'un nouveau type de fascisme, ce qu'il appelait le fascisme à visage démocratique. C'est très important de le concevoir par rapport aux nominations de Trump, et c'est pour ça que je vous parle de cette vague longue de l'histoire, dans le secteur du renseignement. Trump, et je ne peux pas vous dire pourquoi il est allé aussi loin, mais il est allé très loin, dit « je vais révéler la face cachée de l'histoire américaine », c'est-à-dire ce basculement dont je vous ai parlé dans cette vague longue de l'histoire. Et il nomme Robert Kennedy, qui est ce qu'il est, hein, mais c'est le fils du Robert Kennedy assassiné. Il le nomme à la santé, Tulsi Gabbard au renseignement, Kash Patel au FBI et John Ratcliffe, dans une moindre mesure, à la CIA. C'est tous ces gens qui ont dit on va lutter contre l'État profond, même si j'aime pas le nom d'État profond, parce que ça veut rien dire, c'est l'oligarchie financière qui domine les États-Unis et qui les a occupés. Je vais lutter contre eux, ont-ils dit, et on va faire les révélations sur ce qui s'est passé. C'est-à-dire les révélations sur les assassinats. C'est la catharsis américaine, c'est un changement potentiel. Et nous avons publié un document sur cela que je crois avoir ici, oui, il est là, qui explique ce que ça signifie, ces nominations. Donc il y a un potentiel extrêmement important dans ces nominations. Tiens, voilà. C'est ça. Rapport spécial à propos des nominations de Tulsi Gabbard et de Kash Patel. Donc, de voir ce potentiel de révélation sur l'histoire américaine, des fondements de ce qu'il a déterminé et leur influence sur l'histoire mondiale et européenne.
depuis ces années-là. Donc c'est une véritable rupture potentielle avec cette histoire-là. Et toute la presse libérale, oligarchique, de ce nouveau fascisme à visage démocratique, s'insurge contre Tulsi Gabbard et Kash Patel. Il faut voir que Kash Patel avait publié un livre, et nous l'avons souligné, publié en 2023, qui s'appelle Gangster. Et il dénonce tous les gens qui forment ce lobby militaro-industriel, devenu maintenant militaro-financier, universitaire, du renseignement, etc. Il dénonce ce lobby en disant « je vais les combattre si j'ai des ressentis publics ». Et le voilà présenter la nomination pour le FBI. Donc ce sera décisif ce qui se passe. Je crois que les résultats, on ne les connaît pas encore, pour les nominations de Robert Kennedy, mais surtout de Tulsi Gabbard, de Kash Patel et de John Ratcliffe. Alors, Tulsi Gabbard, c'est très important, parce que Tulsi Gabbard a dénoncé l'extension de l'OTAN à l'Est. Elle a dit que c'est une provocation vis-à-vis de Poutine, et tout le monde la traite d'agente du Kremlin, c'est épouvantable. Elle est allée voir Bachar el-Assad, elle a dit, bon, c'est dictateur, mais le pire risque de venir, maintenant elle est venue, c'est Al-Qaïda au pouvoir en Syrie. Donc, tout le monde lui tombe dessus, parce qu'elle est quelqu'un de, vous verrez sa photo qui est sur le réseau Internet, ou le Zoom, c'est le Zoom, et elle est très ferme, on la voit, elle doit, comme les autres, passer devant le Sénat. Mais je ne sais pas ce qui se passera devant le Sénat. Donc ce sera décisif. Donc on a cet élément dont on ne vous parle pas dans la presse, surtout dans les médias occidentaux, sauf pour vous dire Kash Patel, Tulsi Gabbard, Robert Kennedy, c'est des barjots. Ils ne connaissent pas la réalité, ce sont peut-être des agents, des barjots, on ne sait pas très bien. Donc, derrière ça, il y a toutes les révélations potentielles. Je ne sais pas si on bloquera des éléments qu'on ne veut pas que le peuple connaisse, mais les révélations potentielles sur les 3 assassinats et le changement de l'histoire américaine. Alors, je peux vous dire, pour vous donner une image, c'est considérer que le peuple américain est adulte et qu'il peut encaisser ces révélations sur son histoire. C'est très important. Pour moi, l'image, c'est j'étais à New York dans un appartement, d'ailleurs, un appartement d'un très bon quartier, dans la 3e rue et 3e avenue, et pourtant il y avait une invasion de cafards. Et cette invasion de cafards venait quand la nuit était noire. Si on mettait la lumière, tous disparaissaient. Vous voyez l'image, la métaphore par rapport à la lumière sur ce qu'a été l'emprise de l'oligarchie aux États-Unis. Mais il fallait poursuivre ces cafards, évidemment, dans leur nid, au fond, et pour cela, il fallait des gens qualifiés qu'on appelait, qui le faisaient. Donc, vous devez être ces gens qualifiés, qui aident à sa suppression de ces gens qui ont exercé le pouvoir. Et je pense que c'est ce jugement par lequel il faut commencer pour comprendre le contexte. Et le contexte de l'élection présidentielle américaine, le vrai, c'est que c'est Kamala Harris qui a été battue. C'est pas Trump qui a gagné. Les gens étaient dégoûtés par cette prétention à la démocratie de gens qui se comportaient vis-à-vis d'eux comme des gens qui défendaient un petit groupe de l'oligarchie qui est centré sur Wall Street. Alors, ce que voulaient les gens aussi, il y a un sénateur pour lequel j'ai aucune sympathie qui s'appelle Ted Cruz, qu'il a assez bien défini, sénateur du Texas. Il a dit « Les électeurs voulaient une frontière sûre, ils veulent un retour de l'économie, ils veulent un contrôle de l'inflation, ils veulent libérer l'énergie américaine et ils veulent un retour à la paix et à la prospérité, le droit à la sécurité et à la tranquillité. » Et donc, Trump a donné l'image de ça. On ne peut pas lui retirer ça. Et évidemment, il a transformé dans sa campagne un populisme comme on dit là-bas, suprémaciste, c'est-à-dire des petits électeurs blancs, en un populisme, je dirais, d'aspiration, qui s'est même adressé dans son aspect culturel, en disant qu'il était contre le woke, contre toutes ces désagrégations de la société, et il a eu 45% des électeurs hispaniques.
Alors qu'avant, il avait, à l'élection précédente, il avait eu 10 ou 15 ou 20%, à peu près, 20%. Donc, pourquoi il y a cette attirance? Et Trump, en termes, si on veut le voir, politiques, a joué sur cela à tambour ouvert. Et l'image qu'il a beaucoup poussée, c'est quand il dit « fight, fight ». Ben, il faut bien comprendre, pour lui, « might is right, and right is fight ». C'est-à-dire, la liberté, c'est le rapport de force, et le rapport de force, c'est combattre. Donc il faut voir cet aspect, qui est un aspect qui correspond à un des livres les plus lus de l'histoire américaine. Je vous le donne à un moment où c'est pas nécessairement le moment de le situer dans ce que je vais dire, mais c'est très important de le comprendre. C'est Atlas Shrugged, qui s'appelle La Grève en français, de Ayn Rand. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Ayn Rand, probablement pas. C'est après la Bible ce qui est le plus lu aux États-Unis. Et c'est la lutte d'un homme qui représente la vertu d'égoïsme, comme dit Ayn Rand. Parce que l'égoïsme est une qualité, il faut pouvoir être égoïste pour découvrir des choses. D'ailleurs, ici, il y a des gens dans le milieu cynique du comte Fonville, par exemple, dit exactement. C'est de le désir de dominer l'autre naît de la culture de la civilisation. Donc il y a cet aspect du rapport de force, les rapports de force nécessaires pour changer les choses. Alors, dans ce domaine, il faut voir, pour nous, ce qui est fondamental, c'est la question de la paix ou de la guerre. Et c'est fondamental pour l'Europe, puisque actuellement, l'Ukraine, une guerre en Europe, c'est aussi fondamental, évidemment, pour le Moyen-Orient, avec ce qui se passe au Moyen-Orient. Alors, Trump, il veut certainement la paix d'un point de vue militaire. Et il utilise l'armée comme menace pour imposer sa conception de la paix, qui est une conception de domination économique de l'Amérique. Alors, évidemment, toujours chez Trump, il y a plusieurs contradictions. Il y a une politique qui vise la Chine, qui est son grand compétiteur, comme on dit en français aujourd'hui, concurrent. C'est Xi Jinping, mais il a fait ce long appel à Xi Jinping, et il a viré tout ce qui était la politique anti-chinoise. Il a viré Bolton, il a viré Bannon, qui est probablement le pire, qui a essayé de capturer le Vatican et qui a échoué, et il a viré Pompeo, qui était son proche. Il a dit, Pompeo me fait faire des politiques que je voulais pas, il tente d'accuser toujours les autres, hein, Trump. Il va faire des politiques que je voulais pas, je lui supprime toute protection de l'État. Et il a supprimé, pour ces trois-là, toute protection de l'État. Donc, c'est intéressant. Et avec Poutine, alors, ça va encore plus loin. Parce que ce qu'a dit Poutine, qui est allé très loin, il a dit, peut-être avec Trump, on pourra s'entendre, si l'élection de Trump en 2020 ne lui avait pas été volée, donc il reprend la thèse de l'élection volée, nous aurions sans doute pu éviter la guerre en Ukraine. C'est la déclaration de Poutine. Évidemment, on peut dire que là, il y a au moins une relation qui s'établit entre Trump et Xi Jinping et Trump et Poutine. Mais il faut encore trouver en Ukraine la base de la paix. Il est très clair, pour les militaires français, au moins ceux que je connais, c'est que s'il n'y a pas la neutralité pour l'Ukraine et que la Russie puisse garder au moins les 4 oblasts plus la Crimée, il n'y aura pas de paix. Qu'on peut faire, c'est que, et encore, que en Ukraine reste Kharkov et Odessa. Donc, on en est là. Et est-ce qu'on peut arriver à cette stabilité ou pas? Est-ce que c'est possible qu'ils s'entendent? Alors, nous pensons que Trump, un des problèmes, c'est quand il était président, il est pour la modernisation du nucléaire aux États-Unis, 5000 têtes nucléaires, 400 ICBM, missiles balistiques intercontinentaux, 1000 balistiques de portée moyenne, et doctrine de la première frappe qui n'a pas mise en cause, des Américains. Donc, lorsque les intérêts vitaux des États-Unis sont menacés, y compris d'ailleurs, en sous-jacent, par les moyens conventionnels, donc pas seulement la menace ou la guerre nucléaire. Donc, ce danger reste, hein, mais il y a au moins une relation qui est établie, mais ce qui reste,
du côté de Trump et du côté des élites occidentales, et en partie des gens en Russie qui mettent la pression sur Poutine, c'est que on n'existe que si on a un ennemi. C'est la conception de l'ennemi existentiel. Et ça, on la voit dans le dévoiement de toutes les religions, de toutes les doctrines. C'est la responsabilité de protéger ses intérêts financiers. Puisqu'on parle tellement de responsabilité de protéger, c'est pas la démocratie, c'est l'intérêt financier. Donc, il y a cette conception de l'ennemi essentiel qui perdure. Voilà. Maintenant, l'autre aspect de Trump, et qui est le grand problème, et le plus grave, c'est que Trump c'est la face émergée de l'iceberg, Trump a gracié quelqu'un qui s'appelle Ross Ulbricht. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Ross Ulbricht, c'est le créateur de l'eBay de la drogue. Donc, c'est quelqu'un, on dit qu'il était innocent, il ne savait pas que dans ce qu'il créait, dans le réseau qu'il créait, dans la revente en ligne, on ne savait pas que... Mais tous les trafics de drogue passaient là-dedans. Il a été condamné à plusieurs années de prison. Et Trump le gracie. Alors on peut dire, cette idée de gracier, il a aussi gracié les manifestants, 1500, qui avaient manifesté après l'élection de Biden, qui avaient manifesté en envahissant le Congrès. Il les a tous graciés. On peut dire, il gracie, bon, c'est un peu... Mais Biden a gracié aussi, lui, avant de partir, donc c'est une habitude américaine, il faut bien voir. Il a gracié les gens de sa famille et Fauci. Et il a gracié Fauci, qui n'est même pas poursuivi ou condamné d'avance, avant même qu'il soit mis en cause en justice. Donc c'est absolument effarant de mœurs aujourd'hui dans l'oligarchie dominante américaine. C'est ça que je veux vous communiquer. Et Trump ne peut pas sortir indemne de ça, bien qu'il prétend combattre l'État profond. Il y a une partie de ses racines en dollars. Donc, c'est ce que je voulais d'abord vous communiquer. Ensuite, évidemment, ce point de vue économique de Trump. C'est une économie qui est fondée à la fois sur les technologies de pointe. Vous avez vu, entouré de Musk, et Musk levant la main de façon qui a été commentée comme un salut nazi ou un salut romain, je ne crois pas, mais enfin, ça montre qu'il s'inquiète assez peu des interprétations des choses, même s'il a fait sans intention. Quand on lève la main comme ça et qu'on attend les deux fois, bon. Donc c'est Musk, c'est Zuckerberg et Bezos. Ces gens-là sont sans gêne, ils sont au pouvoir, ils sont un peu comme Trump, hein, sans gêne. C'est monsieur sans gêne. Vous avez vu, à l'époque de Napoléon, il y avait madame sans gêne, lui c'est monsieur sans gêne. Donc Zuckerberg, Bezos et Musk, toutes les phases les plus avancées des technologies, notamment l'intelligence artificielle et la cyber, et l'arrêt de la construction d'éoliennes aux États-Unis. Ils voient très bien que c'est pas rentable, et qu'au Texas, c'était un désastre, parce que soit le vent ne souffre pas, soit elles sont favorisées par la chaleur ou par le froid, elles sont bloquées par la chaleur ou par le froid, et Trump est pro-nucléaire. Hein. Mais les banquiers sont avec lui. Jamie Dimon, quand il était au Pérou, a dit « Pour nous, l'élection de Trump, c'est qu'on se mettait tout à danser dans la rue. » Jamie Dimon, c'est JP Morgan Chase, c'est le pire parmi ce groupe de banquiers. Et, plus grave, Trump ne comprend pas ce qu'est le système américain, bien qu'il en parle. Il dit « Pour moi, le système américain, c'est plus d'infrastructures. » Très bien. C'est des technologies les plus productives. Très bien. Intelligence artificielle, combinée avec l'espace, la politique spatiale, c'est un fan de l'espace. Mais, en disant, on posera notre drapeau américain sur Mars. Donc, c'est pas l'espace pour le développement de l'humanité, c'est Make America Great Again. Et les autres un peu moins great. Pas great à l'image de l'Amérique. Donc, c'est les tarifs, les droits de douane, le protectionnisme, ce qui est vrai, qui était dans la tradition américaine, mais là, poussé contre tout le monde, contre la Chine, contre l'Amérique latine, contre l'Europe, et particulièrement contre l'Europe. Et c'est l'immigration, il menace de déporter les immigrés, de déployer l'armée, et ça qui est le plus grave, parce que l'armée, soi-disant, c'est pour aider à la logistique. Elle n'a pas le droit de participer à des opérations de police
à l'intérieur des États-Unis. Mais là, Trump fait que les migrants qui ont été capturés par la police sont mis dans des locaux de l'armée. Et l'armée participe à la logistique, donc on est quelque chose de très près de ce qui est anticonstitutionnel. Et contre l'histoire américaine, puisque les États-Unis, comme Larouche le disait un jour, c'est pas seulement un pays anglo-américain, c'est un pays qui de plus en plus devient un pays de melting pot. Un peu, beaucoup plus que la France, qui aussi a cette tendance. Donc, voilà. Évidemment, en même temps, vous avez vu que Trump est partisan de la paix, notamment en ce qui concerne l'Ukraine, mais en même temps, il veut coincer Poutine. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Vous, la puissance pétrolière du Moyen-Orient, toi, MBS, avec lequel il s'entend par ailleurs, Ben Salman, il lui dit, il faut baisser le prix du pétrole, tout de suite. Et vous, là, la Réserve fédérale, il faut baisser les taux d'intérêt. Comme ça, tout marchera bien dans le meilleur du monde de Wall Street. Alors, évidemment, pourquoi il faut faire baisser le prix du pétrole? Pour porter un coup à Poutine. Puisqu'il pense que l'économie russe dépend de l'exportation de pétrole. Ce qui est vrai faux. Parce que par rapport au produit intérieur brut, la production de pétrole en Russie, c'est 15%. Mais par rapport aux exportations, c'est 45%. Donc on peut se dire que ça porterait atteinte aux exportations russes, et ça serait un élément. Ben non, parce que de plus en plus, la quasi-totalité du gaz et du pétrole russe vont en Chine et en Inde, l'Inde qui nous le raffine et nous le revend. Ou alors en Azerbaïdjan, qui fait la même chose. Et il y a la flotte parallèle de bateaux russes qui le transportent, et en plus, l'Union européenne achète encore une grande partie de son gaz en gaz naturel liquéfié, soit des États-Unis, soit un petit peu du Qatar, un petit peu pour la France et l'Algérie, mais surtout de la Russie. Et ça coûte beaucoup plus cher le gaz naturel liquéfié que de coûter le gaz russe, d'où dépendance des Européens par l'énergie. Puisqu'aux États-Unis, le prix de l'énergie sera 3 à 4 fois moins grand qu'en Europe. Donc il faut bien voir d'ores et déjà cette idée chez Trump de guerre économique. Et ici est sa grande tradition, sa grande contradiction, qui est très grave. Il pense que tout ce que j'ai dit, c'est-à-dire revoir l'histoire américaine, refaire une économie basée sur les infrastructures et la technologie, tout ça peut être fait pour lui dans le système de Wall Street, des cyber et des cryptos. Il est devenu ultra fan des crypto-monnaies, et il pense qu'on peut réaliser dans les paramètres du système actuel ce qui est en totale contradiction avec ce qu'ils font. Et ça, c'est le problème, le vrai problème. Alors, est-ce que Trump mesure les effets de ce qu'il fait lui-même? Alors, je pense dans certaines mesures, oui, mais il pense que les choses peuvent toujours trouver une solution en faisant rêver, en faisant peur. Et là, il est dans la conception de l'ennemi existentiel. Il a dit, et ça apparaît le plus clairement dans les 3 menaces internationales. Le canal de Panama doit devenir américain. Le Groenland, on doit l'acheter, les Américains doivent l'acheter. Et le Canada doit devenir le 51e État de l'Union. Pourquoi? Parce qu'il y a d'une part la fait stratégique, c'est la nouvelle route de l'Arctique que suivent les Russes et les Chinois, donc il veut mettre la main dessus. Pour le canal de Panama, pareil, il veut mettre la main à tout ce qui est transport, et il veut mettre la main sur les matières premières qu'il y a au Groenland. Alors je vais vous dire une chose. Pourquoi brutalement on pourra séparer l'économie américaine de l'économie chinoise? Parce que les Chinois ont dans le monde à peu près 90% du monopole sur les terres noires, sur les terres rares. Le gallium, le germanium et l'indium qui sont absolument nécessaires pour tout ce qui est, tous les autres, le cobalt, le coltan, qui est absolument nécessaire pour ce qui est toutes les nouvelles technologies, y compris les voitures électriques, mais surtout le domaine de la défense.
auquel en même temps Trump veut faire la paix. Il fait la politique de Raytheon, il fait la politique de Boeing, il fait la politique de Lockheed Martin, il fait la politique de tous ces lobbies de la défense. Donc là, vous voyez la contradiction, non seulement dans la conception de l'économie, mais dans la constitution d'une économie de défense et donc de guerre. Et faire rêver et faire peur est cohérent avec ça. Alors je vais vous dire une chose sur les États-Unis, qui est aussi importante, que Trump veuille s'emparer de ces trois choses. C'est pas tellement nouveau comme attitude. Après la guerre, Truman avait la même conception. Ça rafraîchit la mémoire. Alors c'est intéressant, Marianne, malgré sa dégénérescence, je veux dire, hebdomadaire, a publié quelque chose d'intéressant. Bien avant Trump, le président Harry Truman songeait déjà en 1946 à racheter le Groenland. Donc ça, c'est la mauvaise continuité dans l'histoire américaine. Et j'espère que vous pouvez comprendre cette contradiction entre le potentiel qui est de jeter un coup d'œil profond sur ce qu'est l'économie américaine et l'histoire américaine, que veut faire Trump, et en même temps, il faut le faire du point de vue de ceux qui dominent la politique des États-Unis, avec Wall Street, et pas seulement Wall Street, et les cryptos. Et il était contre les cryptos, parce que c'est contre le dollar. Non, maintenant il va dire on va faire des cryptos une arme pour favoriser le dollar. Et on va faire une économie crypto, et dans 50 ans, quand je serai parti, on aura une économie crypto, de crypto-monnaie. Alors, ça, c'est la situation aujourd'hui. Might is right, right is fight, et la conception de Trump. Alors, Scott Bessent, qu'il a nommé au Trésor, est le disciple, l'homme qui a été parrainé, financé par George Soros, hein, il faut le savoir aussi. Mais Scott Bessent, qui est en plus marié à un homme. Donc, oui, tout le truc de Trump contre la contre-culture, hein, c'est plein de contradictions. Donc Scott Bessent a dit, mais Trump, il fait le kéké, comme on dirait en France, il fait mais en réalité, c'est pour négocier. Toujours les rapports de force. Donc, il faut bien comprendre maintenant, pour arriver au sujet, mais tout ce que je vous ai dit permet de jeter un coup d'œil que la presse ne vous dira pas. Hein, vous ne trouvez pas tout ça dans la presse. Vous trouvez quelques éléments, vous ne trouvez pas tout ça. Ce que Trump a l'idée, et cette idée américaine vis-à-vis de l'Europe, c'est de faire de l'Europe sa vassale. Et pour la France, c'est l'Europe vassale de Trump, l'Union européenne, et la France vassale de l'Union européenne. Donc le doublement connecté dans la vassalité. C'est ça la situation pour la France. Alors, évidemment, on le dit d'ailleurs, mais on n'a rien à proposer d'autre. On le dit, je trouve un article dans Le Monde, au vu des dernières déclarations de Donald Trump, on peut en douter, tant les intérêts états-uniens divergent maintenant de ceux de l'Europe, que ce soit du point de vue géopolitique, économique, pensons à l'Inflation Reduction Act de Biden que Trump reprend, ou écologique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Trump veut ramener sur le territoire américain tout ce qui est économie rentable pour le futur et qui est lié à la défense. C'est un problème même avec les producteurs de puces de grande qualité taïwanais que Trump veut ramener de Taïwan sur le sol américain. Et l'Inflation Reduction Act et l'autre acte sur Service and Chips Act aussi sont des textes protectionnistes. Et il dit aux Européens, allez, vous voulez faire de bonnes affaires, hein? Vous voulez faire de bonnes affaires, ben, installez-vous aux États-Unis, sortez d'Europe. Alors on voit tout ce sentiment qui est propagé. Quelqu'un que peut-être certains d'entre vous suivent un peu, qui s'appelle Charles Gave, est en train de dire sur la fondation de cette idéologie-là, si j'avais un conseil des jeunes à donner, aux jeunes à donner, foutez le camp de France. Donc ça fait tout à fait le jeu de Trump, ramener aux États-Unis les choses. Donc c'est intéressant de voir ce point de vue-là, et de voir que du point de vue de ces Américains, JP Morgan Chase, Evercore, Elon Musk et compagnie,
l'Europe, c'est un continent où on peut faire ses affaires, ses emplettes. Et ils sont tous à l'affût des entreprises américaines, européennes, pour en prendre le contrôle. Pour eux, ils l'ont dit d'ailleurs, je ne sais pas si c'est Musk qui l'a dit, c'est l'heure des soldes en Europe pour nous. Il faut y aller. Donc, pourquoi? Parce que l'Europe est coincée avec son prix d'énergie, les mesures protectionnistes américaines et le fait que Trump, non seulement a éliminé tous les obstacles concernant l'écologie, ce qui est pas, il a fait de façon très brutale, mais c'est pas nécessairement une bonne chose, mais en même temps, il élimine toutes les normes sociales. Il a suspendu toutes les normes sociales pendant 90 jours et veut éliminer de ces normes tout ce qui est un peu woke, un peu contre-culture et tout ça. Alors, peut-être c'est bien, parce qu'il y a tous les excès et la façon de manipulation des gens à travers ça, mais il le fait en bloquant pendant 90 jours toutes les dépenses sociales. Alors, sauf Medicare et Medicaid, quand même, qu'il n'a pas fait. C'est-à-dire pour les gens pauvres et pour les gens âgés. L'aide médicale, ça, il n'a pas fait. Mais, il va jamais attaquer le lobby des hôpitaux, qui fait que, sous gestion financière aux États-Unis, les États-Unis dépensent 17% de leur produit intérieur brut dans le système de santé, beaucoup plus que nous, qui sommes à 11 à peu près, je crois, et que le Japon. Alors ça marche pas du tout. Pourquoi? Parce que c'est un système de santé qui est fait pour les grandes entreprises, qui ont l'argent très bien protégé. C'est fait pour les gens très riches, mais avec les miettes pour le peuple. C'est-à-dire l'Europe, c'est un peu comme l'Angleterre. Ils auront par exemple Medicare, en devenant un peu vieux, mais on ne traitera pas les maladies chroniques. On ne fera pas comme en France, un remboursement qui coûte des dizaines de milliers d'euros si on a un cancer ou une maladie chronique quelconque, comme dialyse rénale. Ça ne marche pas. Sauf si vous avez une très grande entreprise qui vous protège de tout. Donc c'est cette gestion, pas public-privé, privé-public, qui est le propre de la vision et de la conception de Trump. Alors, revenons à l'Europe. Vous ne le verrez pas parce que c'est sur Zoom. Mais vous voyez, les deux qui font comme ça, c'est qui dans une photo? C'est Trump et Giorgia Meloni. Et pour lui, Meloni, c'est ce qu'il faut vraiment attendre. Et ça, encore plus, c'est les regards tellement énamourés de Musk et de Giorgia Meloni, et Musk lui a donné le premier prix de je sais pas quoi, pour la production de je sais pas quoi, et que Musk a dit j'ai pas une relation avec Meloni, c'est pas une affaire avec Meloni comme on dit aux États-Unis, tellement il y avait des regards énamourés, tellement ils sont proches. Alors qu'est-ce que ça veut dire Meloni? Meloni, ça veut dire aussi une menace pour nous, comme dit le journal. Pour la droite française, tous les chemins mènent à Rome, pas au Vatican, Meloni. Donc, voilà. Meloni, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord un système dans lequel, à l'international, on est libéral, économique, et on se rapproche de ces intérêts-là. En même temps, on s'affirme souverain. Mais en réalité, on préserve à l'intérieur du pays un système de, disons, ce qu'elle appelle de moralité publique et d'élimination des adversaires et de fermeté contre tous les migrants. Et ça, c'est le modèle Meloni qui plaît tant à Trump et à Musk, et qui, peu à peu, on voit en France des gens aller vers, sous le label Union de toutes les droites, que Marion Maréchal Le Pen essaye d'imposer à tout prix, c'est elle. Plus des gens qui commencent à se rapprocher. Même en Allemagne, sur la migration, les démocrates chrétiens et l'AfD ont voté ensemble contre les migrants. Et personne ne voit le vrai problème, qui est le fait que tous sont dans une économie libérale, ils ne voient le vrai problème des migrants, c'est d'abord l'émigration. Pourquoi ils partent? Il faut leur donner les moyens dans leur pays d'avoir un développement économique dans des secteurs où les gens qualifiés puissent être employés.
Et ensuite, s'ils viennent ici, il faut des emplois et en particulier des formations. Moi, j'étais toujours partisan d'un ministère de la coopération, du co-développement et de l'intégration, les trois étant une seule et même chose, si on veut donner un sens humain et économique à cette question. Et on dira, ah non, mais si ces pays se développent, si les pays se développent, ils seront encore plus riches, ils auront plus pour se payer ce voyage, encore plus viendront en Europe. C'est un raisonnement aberrant, parce que c'est parce que leur pays ne se développe pas qu'ils veulent partir avoir une autre vie en Europe. Et de plus, si des gens formés et intelligents, compétents venaient, pourquoi pas? C'est toujours utile. Dans un pays comme la France, on a laissé s'effondrer l'éducation, n'est-ce pas? Voilà. Donc, de voir la question de Trump, c'est la voir dans ce contexte, et la voir pour l'Europe comme une possibilité de vassalisation. Donald à la douane, non, Marianne, patrons français vont-ils payer le tarif? Donc, on appelle ça l'Europe partenaire. Bien. Donc, les gens ne se font pas d'illusions, mais ils ne voient pas comment s'y opposer. C'est comme la présidente danoise qui a dit, Monsieur Trump, c'est vrai, vous pouvez vous installer là-bas, même si c'est danois, vous pouvez vous installer là-bas tant que vous voulez, vous avez déjà une base militaire ou deux, vous pouvez faire de l'extraction minière, on ne laissera pas trop faire les Chinois, parce que les Chinois arrivent là-dessus. Donc tout est dans un rapport de force et un rapport d'intérêt, et pas dans une vision, comme diraient les Chinois par ailleurs, gagnante-gagnante, ou ce que nous défendons, une nouvelle architecture de sécurité, de développement mutuel. Ça n'existe pas. Et on voit que l'Union européenne, selon certains, devrait, c'est François-Xavier Bellamy, devrait pratiquer une politique analogue, tarifaire, analogue de protectionnisme. Ce que dit Bellamy, c'est la muraille réglementaire que l'Union européenne rêve d'opposer à ses compétiteurs n'a aucune chance de tenir dans le monde de plus en plus brutal qui se dessine sous nos yeux. Ça veut dire que c'est les règlements et les normes qui sont attaqués, comme si c'était elles la vraie cause. Alors, vous avez toute cette mélonisation de la politique française. Vous voyez que Bardella se rapproche de la ligne de Mélanie, qui n'est pas tout à fait celle de Marine Le Pen, qui a une, disons, prévention particulière vis-à-vis de Mélanie. Et on propose des solutions formelles en France, alors je vous les donne, relancer l'intégration de l'Union européenne en remplaçant les listes nationales par des listes européennes aux élections du Parlement, en décidant que le président de la Commission soit automatiquement la tête de liste victorieuse au scrutin, ou passer de la règle de l'unanimité à celle de la majorité qualifiée pour avancer sur les sujets, en particulier la politique fiscale et bancaire. Donc vous voyez comment, de l'intérieur, on est dans ce que la poésie appelait la servitude volontaire, dans le contexte de vassalisation. Et c'est ça le vrai problème. Le vrai problème, c'est celui-là, et les pressions de Trump. Vous avez vu Stellantis, que Trump attaquait violemment, Tavares a été viré, qui était d'un point de vue financier, mais qui était partisan d'une certaine indépendance, et depuis que le nouveau patron est nommé à Stellantis a dit on va investir 5 milliards de dollars aux États-Unis. Donc voilà. Alors, évidemment, il y a le talon d'Achille de Trump, c'est cette question de sa fixation sur Wall Street et l'économie monétaire. Parce que, comment peut-on créer un pays qui fonctionne à un niveau plus élevé de technologie et de développement, alors qu'on se fonde sur l'état des marchés financiers qui sont en crise? Comment on peut se fonder sur ces marchés financiers alors qu'ils sont dominés par une dizaine de méga-entreprises? C'est ce qu'on appelle maintenant, pour rire, Batman. Batman, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire Broadcom, qui est le nouveau chéri de Wall Street. Ça veut dire Apple, ça veut dire
Tesla, ça veut dire Microsoft, ça veut dire Meta, ça veut dire Amazon, ça veut dire Alphabet, et ça veut dire Nvidia. Donc même Nvidia maintenant est menacée. Alors là, c'est très intéressant de voir ça. Parce qu'on arrive, et il faut considérer les choses par rapport à ce contexte. On arrive à ce que les gens commencent à appeler un moment, pour l'Europe, un moment Spoutnik. Vous savez qu'en 1957, le 4 octobre 1957, lorsque les Russes ont lancé dans l'espace le premier satellite, ça a été le désarroi complet dans l'ensemble des pays, surtout aux États-Unis. Ces salles rouges sont en train de nous devancer. Merde! On peut, ce qu'on dit, l'élite américaine à ce moment-là. Alors il faut bien savoir que Eisenhower, qui était président, et puis Kennedy, ont fait une politique spatiale cohérente et d'intérêt financier qui était soumis à la nécessité de cette politique pour la justice sociale à l'intérieur, pour tracer la piste de décollage social et économique d'une politique spatiale. Alors qu'a fait Eisenhower à ce moment-là? Il a créé la National Aeronautic and Space Administration, la NASA, c'est de là que date la NASA. Il a créé un conseiller scientifique auprès de la présidence et il a fait étudier Mercury, qui était le premier vol spatial habité. Est-ce que, de ce moment Spoutnik, Trump, avec la base qu'il a faite, pourra réagir? Ma réponse est non. Parce que il est sur une pyramide financière qui s'est constituée depuis, évidemment, 1963, 1971, 15 août 71, séparation de l'or et du dollar, et cette pyramide financière, si on ne règle pas ce problème, c'est-à-dire par un moratoire et une faillite ordonnée, sera un poids tel qu'elle absorbera tout ce qui peut être fait de nouveau. Parce que ce qui se passe, en réalité, si vous voyez bien l'histoire de Trump, et c'est là qu'il y a la contradiction par rapport à la politique de Trump, on a une élite qui a parié sur l'écologie. Capital financier, voulait s'emparer du secteur écologique, parce que c'est moins lourd, ça coûte moins cher, on s'en empare, et on tient toute la politique de matières premières qui y est associée. Bon. Premier problème, ça ne s'avère pas rentable comme ils le croyaient en termes de l'économie réelle. Deuxièmement, pour faire des éoliennes ou des panneaux solaires, il faut la Chine. C'est la Chine qui a les terres rares et qui a l'affinage des terres rares. En plus, ils ont été malins, les Chinois. Et ils ont accepté, évidemment, par rapport à ça, des problèmes écologiques très graves qu'ils ont dit, on les accepte pour avoir une politique étrangère qui nous permettra d'être indépendants. Et une fois qu'on l'aura développé, on pourra contrôler par une politique d'enrichissement et de développement de l'économie physique, on pourra contrôler les dégâts causés par toute affaire de terres rares. Et ils le font. Et ce qu'est en train de dire la France ou les États-Unis, c'est qu'on va faire des terres rares chez nous. Il y a beaucoup de terres rares dans le monde. Il y en a au Canada, exploitées dans des conditions. Peut-être que Trump regarde de ce côté-là aussi. Je pense que oui. Mais est-ce qu'on serait prêt à le faire avec tous les dégâts écologiques que ça causerait et qu'on n'a pas les moyens de réparer comme les Chinois se sont donnés? Est-ce qu'on le ferait aux États-Unis ou est-ce qu'on le ferait en France? Il y a beaucoup de terres rares en France. Ron Poulenc avait trouvé dans les années 70 des gisements de terres rares qui sont très importants. Bon, est-ce qu'on va le faire ou pas? Et est-ce qu'on va être capable, dans une guerre, de le faire? Donc, il faut sortir de la guerre, bien sûr. C'est la seule élément, c'est pas ce genre de choix qu'il faut faire. Mais pour sortir de cette guerre, il faut une nouvelle architecture de développement et de sécurité mutuelle dans le monde. Trump, en disant « Les BRICS, ils veulent faire leur propre monnaie, moi je les arrête, 100% de droits de douane, ils font ce qu'ils veulent, hein, les BRICS, mais moi 100% de droits de douane pour tous les gens qui veulent sortir du dollar. » Et ils voient encore le dollar comme une monnaie américaine, alors que c'est devenu le dollar, c'est une monnaie des marchés financiers internationaux. Et le dollar représente à peu près 70% encore des échanges internationaux, mais c'est moins que les 85% que ça représentait il y a quelques années, d'une part, et d'autre part,
ça représente à peu près 50% seulement, un peu moins, des réserves de change alors que c'était 80%. Donc il y a un recul relatif, il ne faut pas croire d'un seul coup tout changera, c'est pas vrai, mais un recul relatif. En maintenant, nouveau coup de projecteur sur Trump et son administration. Vous regardez l'autre, disons, politique de Trump vis-à-vis du Proche et Moyen-Orient, qui est une politique à la fois pétrolière, et pour tenir le pétrolier en contrôle, continue à jeter la grenade dégoupillée qu'est Israël. Alors, qui y nomme, pour s'occuper de ces questions, ambassadeur en Israël, un évangéliste sioniste, qui est Mike Huckabee. Mike Huckabee, c'est un fou. Il est dans des trucs religieux, il croit à des choses, bon, étranges. Mais il est absolument pro-Smotrich, pro-occupation par Israël de la Palestine. Il ne faut pas se faire d'illusions. Et il nomme Elise Stefanik, ambassadeur aux Nations Unies, qui est alors, elle, d'un sionisme non humaniste, parce qu'il y a un sionisme humaniste, un sionisme non humaniste complètement militarisé, c'est pro-Netanyahou, pro-Smotrich, pro-Benvir. Alors, pour conclure, nous aurons un nouveau ambassadeur américain en France. Il s'appelle Charles Kushner. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Charles Kushner, c'est le père de Jared Kushner. Et Jared Kushner, c'est intéressant, et c'est un spéculateur, c'est le mari d'Ivanka Trump, hein, de la fille de Trump d'un premier mariage. Vous la voyez avec son petit bibi, là, dans les photos. Sa femme, elle a le chapeau comme ça, elle a le petit bibi. Donc Ivanka Trump, qui avec son petit bibi, son sourire, son côté mannequin, elle a pour mari Jared Kushner, qui se caractérise par deux choses. Pro-Israël total et ne serrant pas la main aux femmes. Ça, on l'a vu. La présidence, c'est un juif orthodoxe, il ne serre pas la main aux femmes. Il est pro-Israël, mais il y a la même chose que les fous musulmans. Mais bon. Voilà. C'est intéressant à voir, toutes ces contradictions dans lesquelles il faut être clair, net. Comme De Gaulle disait, quand on va au Moyen-Orient compliqué, il faut aller avec des idées simples. Quand on voit la politique internationale aujourd'hui, il faut aller avec des idées simples. Alors, Charles Kushner, lui, l'ambassadeur, c'est un magnat d'immobilier new-yorkais, et il a fait 1 an de prison dans les prisons fédérales. Alors, c'est pas d'être dans une prison fédérale, c'est pas nécessairement une preuve de malhonnêteté. La rouge, par violence politique, a été 5 ans. Mais la différence, c'est que Charles Kushner y était pour malversation fiscale continue. Bon, c'est Trump qui l'a sorti en création et le nommé ambassadeur en France. Donc, il faut comprendre où on en est si vous regardez tout ça. Je veux conclure en disant ce qui est malsain dans cette affaire. C'est cette espèce d'inceste entre les milieux financiers et les milieux de l'administration Trump. Et ce qui est potentiel, c'est ce que Trump, pour ses propres raisons de nationaliste américain, veut nettoyer. Et que cette contradiction soit résolue dans un sens positif. C'est-à-dire qu'on puisse avoir un accord international de développement mutuel et de sécurité, notamment en Europe. Il faut se battre. Et se battre avec nos amis américains qui se battent là-bas pour cela. Se battre du point de vue de nos intérêts français, bien entendu. On a l'intérêt de la nation dans laquelle on est. Mais, donc, ils sont cohérents avec ceux de l'humanité. Et je pense que nous, notre travail, c'est ça. Et que vous qui êtes venus et qui avez vu, ou avez eu, disons, une perspective qu'on trouve pratiquement pas dans la presse. Ça vous donne une responsabilité par rapport à ça et par rapport à nous qui nous battons sur ce front-là. L'Institut Schiller va avoir une conférence à la rentrée, enfin, à la fin du printemps, ou au printemps, probablement vers la fin du printemps, une double conférence, une aux États-Unis, une en Europe. En Europe, ce sera dans un pays de type neutre, européen neutre, entre guillemets, mais un pays qui a eu une certaine indépendance, comme l'Autriche, ou peut-être la Tchéquie, ou la Slovaquie, ou
ou la Hongrie. Un pays où il y a une autre vision des choses. Et je vous rappelle que ce qui était prévu pour l'Ukraine, avant qu'il y ait cette guerre, c'était que l'Ukraine soit l'entrepôt, le point de passage de la nouvelle route de la soie chinoise en Europe. Donc c'est à ça qu'il faut revenir. Et au Moyen-Orient, on défend la logique d'un plan Oasis qui, à la fois par l'eau et l'énergie, permettent un horizon de développement mutuel pour tous les peuples de l'Asie du Sud-Ouest, y compris bien entendu les Palestiniens et les Israéliens, qu'il faut qu'ils comprennent, et je crois que les peuples le comprennent beaucoup mieux que les dirigeants. Et il y a un élément que je vois comme potentiellement positif, c'est que peut-être sur la pression de leurs services de renseignement et de leurs dirigeants de l'armée, qui valent mieux, parce qu'ils connaissent la réalité, que les politiques en Israël. Ça, c'est un jugement que j'ai. Il s'appellerait à libérer Marwan Barghouti. Alors j'espère que ça se fera. Et que Marwan Barghouti, ils veulent lui interdire la Cisjordanie et Gaza. Mais je pense qu'il y a là un potentiel de reconnaître vraiment un État palestinien qui est la condition pour appliquer le plan Oasis. Lorsqu'il y a des interlocuteurs, il faut gagner deux. Il ne faut pas gagner un seul. Il ne faut pas gagner Israël. Donc il y a ce potentiel-là. Et par rapport à cela, si on voit les possibilités de souveraineté nationale qui seraient associées, moi ma conviction profonde, c'est que l'Iran et la Turquie ont intérêt à pousser dans ce sens avec une intervention stabilisatrice de la Chine, comme elle l'a fait pour empêcher l'affrontement entre l'Iran et l'Arabie saoudite. Mais tout ça dépend d'un engagement politique, ça ne sera pas de soi-même, il n'y a pas un miracle géopolitique, au contraire, il faut sortir de la géopolitique et rétablir ce droit des peuples par une politique qui crée à la fois pour les gens la sécurité et le développement pour tous, pour chaque nation de l'humanité. Alors, il y a une chose très importante en France, parce qu'elle permet de prendre conscience, à partir de choses qui se passent dans la rue et que maintenant tout le monde peut voir, de l'emprise des milieux scientifiques, des milieux oligarchiques mafieux sur la politique, qui est la drogue, et qui est le trafic de drogue. Et ça, c'est une forme que nous combattons, vous verrez le document qu'on a fait, qui a été réparti dans plusieurs secteurs. Alors maintenant, vous attendez Retailleau et d'autres vous dire, derrière la drogue, Retailleau, Darmanin, mais c'est les points de deal dans la rue, ça ne sert à rien. Ce qu'il faut, et certains le disent, même un jour, il faut remonter au blanchiment, et surtout remonter au réseau qui organise le trafic de drogue à l'international. Et c'est là que la France, si elle veut vraiment être souveraine, doit jouer un rôle par rapport à ce qui se passe en monde, ce que je vous ai dit sur Trump, sur le trafic de drogue et sur tout ce qui empêche cette souveraineté, et qu'on peut le faire qu'en associant aux souverainetés d'autres États. Donc, je voulais vous dire, aujourd'hui, par rapport aux gens qui se fixent sur Trump, et ne voient pas le contexte, et le contexte dans lequel il y a une occasion d'opportunité, de saisir une opportunité, mais encore faut-il la saisir. Et nous pouvons tous jouer un rôle pour la faire saisir. Voilà. Merci pour l'éclairage. J'avais une question pour revenir sur la relation entre Trump et l'Europe. Et dans ce cadre-là, en fait, vous disiez justement que Trump voit vraiment l'Europe comme sa vassale, mais aussi Trump a tendance à beaucoup chercher des relations, des négociations bilatérales pour être encore plus en position de force, c'est ce qu'on entend. Et je me disais, en fait, dans ce cadre-là, est-ce que, quel est votre avis sur le fait de sortir ou non de l'Union européenne maintenant, dans un cadre où justement on a un Trump qui va se délecter des divisions que ça pourra créer, parce que si un pays comme le nôtre ou un autre sort de l'Union européenne, il y a des chances qu'après chaque pays essaie de retirer ses billes et que ça crée en tout cas momentanément beaucoup de divisions. Pour moi, la priorité à court terme, c'est pour les Européens de poser la question, pas de façon agressive et en disant Trump c'est un rigolo, c'est un clown, c'est tout ceci, c'est là, non, en posant la question comme je l'ai posée à l'administration américaine, en disant il n'y a pas de développement. Vous avez eu un moment Soyouz avec
Deep Sea, c'est de trouver les Chinois. Et ce moment Soyouz, eh bien, il faut considérer que vous pouvez y faire face, cette fois-ci, qu'en accord avec l'Europe, et vous-même et l'Europe, étant dans le rapport nouveau qui est la nouvelle architecture avec les BRICS en négociant avec eux. Et c'est la seule façon de se sortir des guerres. On ne peut sortir des guerres que si on pense... Alors, il y a un ami chinois qui s'appelle Wei Wei, qui était à Sciences Po d'ailleurs, j'ai appris récemment. Bon, je ne savais pas. Et lui a dit, pour nous, il y a des ennemis. Non. Il y a des amis. Et d'autres qui peuvent devenir amis. Donc, c'est la conception chinoise, gagnant-gagnant. Alors, je pense, je ne sais pas si les Chinois la pratiquent toujours, jamais la réalité n'est parfaite, mais c'est une orientation nécessaire. Ça, c'est une première chose. La deuxième, sur sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, c'est vrai que c'est quelque chose qui, si le monde restait toute chose par ailleurs, serait indispensable. Surtout, alors là, il y en a une qui est nécessaire, c'est l'OTAN. Il faut sortir de l'OTAN. Mais comme l'Union européenne est associée à l'OTAN, c'est la raison pour laquelle il ne faut pas rester dans l'Union européenne, pas dans le contexte. Mais il faut débattre de cette question. Ce n'est pas une question, la France va le dire, la France a raison, la France est souveraine, mais ça ne marche pas comme ça. Il faut convaincre les autres. Et il faut créer une politique, c'est pour ça que nous, on est pour la dissolution de l'OTAN et pas pour en sortir comme ça. La dissolution, qu'est-ce que ça veut dire? On dit, cette chose n'a plus raison d'exister, on n'a plus besoin d'un protecteur extérieur, d'un fédérateur extérieur, comme disait De Gaulle. Ce qu'on a besoin, c'est de faire une politique qui empêchera le basculement dans le militaire de la situation au monde. Et là, la France doit jouer son rôle. C'est comme ça, moi, je trouve absurde qu'on pense à un second porte-avions. Je pense qu'on devrait avoir des éléments d'intervention très rapides pour faire face, comme des frégates ultra rapides, pour faire face aux crises. Et notamment à des crises où on pourra transporter des choses rapidement pour soutenir les gens qui sont en difficulté, que ce soit en Martinique ou en Nouvelle-Calédonie ou en Mayotte. Donc, du point de vue de la France, il y a une nécessité, si on pense à notre souveraineté en termes de tous les territoires que nous administrons, qui est de s'inclure dans ce nouvel ordre économique de développement mutuel. Alors, vis-à-vis de l'Europe, ça veut dire défier les chefs d'État européens vis-à-vis de cette nécessité. Et pas dire, mais si vous ne le faites pas, nous partons. Donc, on n'accepte pas d'être mélonisé ou d'avoir, je ne sais pas, Draghi. Vous savez que certains appellent Mélanie la Draghetta. C'est-à-dire qu'elle suit en réalité la politique de Draghi en la payant en souverain. Donc, voilà. Je crois que je peux répondre à votre question. Il y a une position sur le fond, il y a une stratégie qui est certaine, il y a une tactique à suivre maintenant. C'est comme vis-à-vis de Trump, dans des conditions internationales qui sont extrêmement contradictoires. Ce que j'ai bien aimé en lisant les éléments de réflexion qu'ont les Chinois dans leur think tank, ils ont dit, nous admettons qu'il y a des contradictions, et ils reprennent Mao, qui sur ça n'avait pas tort et a gagné à cause de ça. Il y a des contradictions antagonistes, on ne peut pas faire avec, et il y a des contradictions non antagonistes, et là on peut négocier. Donc c'est de ce point de vue-là que je vois les choses. En même temps, avec une stratégie claire, il faut que la France soit indépendante, qu'elle soit souveraine, mais qu'elle en ait les moyens et qu'elle se les donne vis-à-vis des autres. Il y a beaucoup de questions sur Internet sur la question de la faillite de la France et les questions de la faillite des entreprises, surtout qui inquiètent beaucoup de gens. Donc on a une question d'Elisabeth qui dit, est-ce qu'on peut voir un rapport entre la faillite des entreprises françaises en ce moment, qui sont importantes, et le fait que les États-Unis sont intéressés par certaines de ces entreprises? Est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Bien sûr. La faillite de la France est due à une politique qui, depuis, je serais sympathique, depuis la mort du président Pompidou et probablement avant, est une politique d'endettement systématique pour favoriser le basculement de la France dans une économie financière. Donc, on engendre avec ces dettes de la dette,
mais en développant l'économie en profondeur. Et on abandonne les secteurs qui étaient les secteurs locomotives de la France, qui étaient le nucléaire, qu'on a sabordé, la chimie, toutes les productions de biens intermédiaires, et on a rabaissé les productions à un niveau de production qui ne sont pas celles incluant le plus de technologie, mais qui sont des productions qui ne sont pas les plus développées. Et on a laissé tomber des secteurs qui pourtant étaient nécessaires, comme la chose, la Covid l'a démontré, qui était même les masques, on ne suivait pas la demande qu'il y aurait si quelque chose se passait d'exceptionnel. Et ça, c'est le deuxième point de l'économie française. Non seulement elle s'est soumise aux financiers, elle s'est soumise à l'Europe, qui a été un des éléments de cette soumission financière, la fausse Europe de l'Union européenne, mais en plus, elle a établi, par rapport à des circonstances inattendues qui peuvent se produire, un système de pensée qui était que sur les circonstances attendues, d'après les statistiques du passé. Alors, c'est intéressant si vous pensez à ça pour la météo. Les prédictions de météo sont généralement très bonnes. Aujourd'hui, il va faire très beau, il fait très beau, demain il fera très beau. Mais, dès qu'il y a un phénomène qui est au-delà de la météo, qui est un phénomène climatique, à ce moment-là, elle devient complètement fausse. Parce que tout a été fait de déduction de choses du passé. Et on a vu même un moment où il a dit il fait beau et chaud aujourd'hui, enfin relativement chaud, doux, alors qu'il neigeait. Donc, c'est des erreurs rares, mais elles sont commises face à l'inattendu. Et on le voit dans les inondations, on le voit dans toute une série de choses. Donc, et on dit alors c'est le réchauffement climatique, c'est le réchauffement climatique. Non, c'est qu'on ne déduit pas de choses faites dans le passé, c'est ce qui produira à l'avenir. Souvent, ça marche, mais tout à coup apparaît un cas qui détruit tout, parce que c'est un cas de quelque chose, de produit qui c'est nouveau, qu'on n'avait pas prévu. Et on ne s'est pas armé pour le prévoir. Alors l'exemple clé aujourd'hui, c'est les feux en Californie, où on n'a pas amené l'eau, par n'avoir pas l'eau de l'Alaska et du nord du Canada, on n'a pas débroussaillé les forêts, et on a pris, pour les gens qui voulaient se protéger, des pompiers privés qui défendraient une maison, et pas l'ensemble d'un territoire, ils étaient payés par les propriétaires de la maison pour défendre leur maison. Puis, le pire, c'est que toutes les lances à incendie sont épuisées avec plus d'eau. Pourquoi? Parce qu'on avait fait les statistiques sur les feux du passé, et on avait prévu des réservoirs d'eau qui correspondaient à cette statistique. Et tout à coup, quelque chose arrive qui est inattendu, on n'a plus d'eau. Donc, c'est intéressant de le voir par rapport à ce qu'on doit faire pour l'avenir. Il faut penser en termes de choses qui changeront la règle du jeu. Alors, à ce point de vue, Trump le pense, mais dans le monétaire. Il ne voit pas le changement de règle du jeu par rapport à ce que Larouche a toujours défendu, l'économie physique productive. Voilà, c'est pour résumer les choses.